Bonjour, 11e cours de culture scientifique, deuxième partie, une histoire de l'informatique, la vie tragique d'Alan Turing. Donc Alan Turing, il a 24 ans, il est né en 1912, en 1936, il sort un article très célèbre qui va le faire connaître dans les mathématiques. C'est des mathématiques pures et c'est bien sûr jusqu'à l'algorithmique, donc les bases de la programmation de l'ordinateur. Donc algorithme et machine de Turing. Il y a un très beau film sur la vie d'Alan Turing, Imitation Game, qui se concentre un peu sur sa vie au cours de la Seconde Guerre mondiale, cet énorme travail qu'il va faire sur la cryptographie. On dit que c'est un des hommes les plus importants, Winston Churchill, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Son rôle a été un des plus importants au niveau de Winston Churchill. Donc c'est impressionnant quand même. Donc il a fondé une nouvelle façon de voir le monde à partir d'un modèle calculatoire. Il en a exploré les limites, la notion de calcul. Donc c'est employé pourtant depuis l'aube des temps, mais ça n'avait jamais fait avant lui l'objet d'une définition rigoureuse, rendant possible la distinction entre ce qui relève du calculable et ce qui n'en relève pas. Le périmètre de la calculabilité, c'est beau. Donc voilà son article de 1936, cette première page. Donc sur les nombres calculables, computable numbers, avec une application au problème de la décision. Donc si on commençait l'article, the computable numbers may be described briefly as the real numbers, etc. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire dans cet article? Nous pouvons comparer un être humain en train de calculer un nombre réel à une machine susceptible d'avoir un nombre fini d'états. Cet article a été traduit en français avec l'aide de sa mère et qui a été publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, mais pas de réponse. On n'a peut-être pas bien saisi à l'ampleur de ce qu'il nous disait. Donc, dans cet article, on voit dès la première page, by the great application of one of these arguments, conclusions are reached, which are superficially similar to those of Gödel. Gödel, il corrobore la généralité des théorèmes d'incomplétude du résultat de Gödel, tout en donnant une définition générale de la notion de calcul. Donc, ce jeune homme a compris les théorèmes d'incomplétude de Gödel, qui sont pourtant pas très faciles. Donc voilà, dans ce petit film de Y penser, on nous présente le problème de la décision. Machine. Qu'est-ce que Turing entend par machine? Eh bien voilà, cette machine de Turing, ce n'était pas une machine matérielle, mais ce qu'on appelle aujourd'hui une machine algorithmique. Il pose les bases de l'ordinateur. Un ruban infini, la mémoire des données, les symboles fournis en entrée sur le ruban avant lecture deviennent des symboles aisément sortis sur le ruban, les instructions qui défilent, on voit l'état de la machine, donc l'instruction exécutée, par exemple c'est la numéro 13 actuellement, la liste finie des instructions mémoire, c'est le programme. Si la machine est à l'instruction 12 et qu'elle lit le chiffre 1 sur le ruban, alors elle passe à l'instruction 13 qui change le 1 en 0 sur la case du ruban et avance d'une case à gauche, on voit le programme s'exécuter. Qu'est-ce qu'un langage de programmation Turing complet? C'est un langage qui permet d'émuler une machine de Turing. Il peut calculer toutes les fonctions programmables au sens de Turing et Church. On verra Church, c'est son directeur de thèse. Mais attention, la mémoire n'est pas infinie, oui. Avec un ordinateur matériel, la mémoire ne serait pas finie. Sinon, toutes les bases de l'ordinateur ont été opposées en 1936. Petit film sur la machine de Turing. Donc évidemment, après les travaux sur la bombe atomique aux États-Unis, l'apparition d'énormes besoins de calcul, il y a les deux rapports qui vont bouleverser les choses. C'est le rapport de von Neumann et de Turing en 1945 et qui marque la première formalisation de l'ordinateur. Le rapport de John von Neumann, ce personnage fantastique, incroyable. Donc voilà, première esquisse des rapports sur l'EDVAC. L'EDVAC sera un des premiers ordinateurs construits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais regardez, l'article de John von Neumann s'appuie sur l'article de Turing de 1936. Donc John von Neumann a lu l'article d'Alan Turing. Et ce fameux schéma avec l'unité de contrôle, périphérique d'entrée, périphérique de sortie, mémoire, unité de calcul, c'est la base du principe des ordinateurs. Alors d'abord, un petit roman qui est passionnant sur qui était John von Neumann. Yannick Granek a écrit un roman, La déesse des petites victoires. C'est autour de la femme d'Adèle Gödel, Kurt Gödel, donc le père des deux théorèmes d'incomplétude des mathématiques. Et là, on voit dans ce roman la mise en scène entre Albert Einstein, Kurt Gödel et Adèle Gödel. Einstein est parti aux États-Unis en 1933. Kurt Gödel va suivre, je pense, au début de la Seconde Guerre mondiale avec Adèle, qu'il aura épousée. Je raconterai sa vie dans l'histoire des mathématiques. Et ils vont fuir à travers la Russie, je crois. Ils vont passer par la Russie pour aller vers les États-Unis. Et il va se retrouver à Princeton avec Einstein. Donc dans ce roman, il met en scène ces trois personnages. Donc vous imaginez, le soir, Kurt Gödel rentrait à la maison et disait à Adèle, nous avons un invité ce soir à dîner. C'est qui? C'est Albert Einstein.
Impressionnant quand même. On les voit tous les deux se promener dans Princeton. Il y a un livre sur leur dialogue. Donc, une des pages, 213 de ce roman, à quoi von Neumann ne s'intéresse-t-il pas? Cet homme est infernal, il n'arrête jamais, il boit aussi vite qu'il calcule, disait Kurt Gödel. Il est hongrois, Einstein, disait Kurt Gödel, pardon. Einstein disait, à quoi von Neumann ne s'intéresse-t-il pas? Cet homme est infernal, il n'arrête jamais, il boit aussi vite qu'il calcule. Gödel lui répond, il est hongrois, Einstein. Et Adèle, elle, commente, donc c'est la vision d'Adèle. Je m'ennuyais, je les avais déjà entendus dégoiser sur les excentricités de ce von Neumann. Il avait la réputation d'être un sacré farceur. Un jour où Einstein devait se rendre à New York, il lui avait proposé de l'accompagner jusqu'à la gare. Sur le trajet, il n'avait cessé de lui raconter des histoires drôles. Le vieux physicien était monté dans le train en se tenant les côtes de rire avant de s'apercevoir que John von Neumann lui avait fait prendre la mauvaise direction, le mauvais train en toute connaissance de cause. Une blague de von Neumann. D'après Kurt Gödel, von Neumann était un exemple désastreux pour les étudiants. Certains pensaient à tort qu'ils pouvaient, comme lui, passer leur nuit dans les dancing à boire puis rentrer frais au petit matin pour enchaîner sur un cours. Oui, John von Neumann n'était pas humain. Kurt était surtout affolé par la quantité de nourriture que l'Hongrois était capable d'avaler. Son hyperactivité fatiguait mon mari l'avance. Était très faible, Kurt Gödel. C'est quelqu'un qui s'est laissé mourir d'inanition. Voilà, bon, j'arrête, mais vous voyez les personnages de cette époque. Deuxième rapport, donc en octobre 1945, proposition pour le développement d'une machine à calculer automatique au sein de la division de mathématiques, donc en Angleterre, et ça va être un des premiers ordinateurs anglais, bien sûr. Et c'est cet article de von Neumann, dans cet article d'Alan Turing cite von Neumann, mais von Neumann citait l'article de Turing de 1936. Donc aujourd'hui, on peut attribuer cette façon de faire un ordinateur que nous avons utilisé pour tous les ordinateurs, ça provient de l'article de 1936. Pendant longtemps, on l'a prêté à John von Neumann. Donc depuis la fin des années 40, pratiquement tous les ordinateurs obéissent au même principe de base. Ce sont des machines entièrement automatiques, disposées d'une mémoire étendue et d'une unité de commande interne qui effectuent des opérations logiques de calcul et de traitement de l'information grâce à des algorithmes enregistrés. Donc on voit un petit film, pourquoi tu cherches, pourquoi et comment notre monde est devenu numérique, de la mécanisation des calculs au logiciel. Voilà. La vie d'un génie, suicidé à 42 ans, il n'a pas vécu longtemps, Alan Turing. Donc cet article de 1936, puis son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, on verra par la suite donc l'ordinateur, la cryptographie, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, il a prédit. Donc c'est incroyable. Et le dernier logo d'Apple avec cette pomme mordue, le dessin animé de Blanche-Neige, donc, qui va mordre dans une pomme trempée dans le cyanure. Pourquoi se rit Alan? Eh bien, dans cet article du Monde qui est paru en 2009, on voit le Premier ministre anglais, un ancien Premier ministre anglais, Gordon Brown, s'excuser auprès de la famille Turing. Donc, le Monde titre, inventeur de l'informatique, le mathématicien anglais Alan Turing a été condamné pour son homosexualité, ce qui le poussa au suicide. 55 ans après sa mort, le Premier ministre britannique Gordon Brown a présenté des excuses officielles au génie dénigré. Donc dans cet article, en l'honneur de leur génie disparu, les hommes érigent des statues, attribuent des prix, brodent des légendes. Le Britannique Alan Turing, 1912-1954, père de l'informatique, co-inventeur de l'ordinateur, visionnaire de l'intelligence artificielle, a eu droit à tous ces signes posthumes comme autant de regrets de n'avoir compris de son vivant à quel point il est important. Décerné chaque année, un prix qui porte son nom est considéré comme le Nobel de l'informatique. Des palmarès comme celui du magazine Time en 1999 l'ont classé parmi les 100 personnages clés du XXe siècle. Des livres, des pièces de théâtre lui ont été consacrées. Sur Internet, qu'il contribue à rendre possible, toutes sortes d'histoires vraies ou fausses circulent sur son compte. Mais ces masses de thèses et faux de parole ne pesaient rien tant que quelques mots leur manquaient. Le Premier ministre britannique vient de les écrire en réponse à une pétition qui a rassemblé plus de 30 000 signataires à l'initiative de l'informaticien John Graham Cumming. Au nom de son gouvernement, Gordon Brown a présenté le 10 septembre ses excuses pour le traitement effroyable que son pays a réservé à l'un de ses plus grands scientifiques. Un sorry Alan pour celui qui, en 1952, avait été condamné par la justice anglaise pour indécence manifeste. Titre d'une des biographies de Isaacson, d'Alan Turing. Son délit, être homosexuel. Sa peine, 2 ans d'emprisonnement ou un traitement aux hormones féminines, oestrogènes, revenant à une castration chimique. Évidemment, lorsqu'on injecte des oestrogènes dans un corps d'homme, il y a un conflit avec les hormones masculines, la testostérone, et donc la personne devient un légume. Le mathématicien choisit les injections qui le rendirent, évidemment, il ne voulait pas aller en prison, qui le rendirent impuissant. Ses seins se mirent à pousser, donc son corps se transforme. Sa silhouette athlétique, il était si doué pour le marathon qu'il faillit être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres en 1948. Très très fort au marathon, s'en trouva irrémédiablement déformé.
Ce traitement est achevé depuis 1 an, lorsque le lundi de Pentecôte 1954, Alan Turing croqua une pomme avant de se coucher comme il avait l'habitude. Celle-là avait macéré dans le cyanure. Le scientifique venait de mettre fin à ses jours en s'inspirant de Blanche-Neige et les 7 nains, le dessin animé de Walt Disney, qu'il aimait tant qu'il en psalmodiait souvent les paroles prononcées par la sorcière dans sa scène favorite. Plonge la pomme dans le bouillon, que la mort qui endort s'y infiltre. La loi qui a brisé la carrière de Turing après avoir envoyé Oscar Wilde en prison ne fut abrogée en Angleterre qu'en 1967 et pas en 1980 en Écosse et en Ulster. En France, l'homosexualité a été pénalisée en 1981. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Donc il a fallu attendre très longtemps pour que l'homosexualité soit dépénalisée. Donc Alan Turing, sa vie, dès sa naissance, il est séparé de ses parents vivent en Inde, à Madras, où son père est administrateur colonial. Donc le petit Turing, très vite avec son frère, vont être élevés par une nourrice en Angleterre. Donc Alan, à 14 ans, est dans une école privée du Dorset. Turing perd vite tout intérêt pour les disciplines littéraires et il est incapable de pratiquer les sports d'équipe exigés des élèves. On voit un petit dessin, Alan Turing regardant les marguerites grandir au lieu de jouer au hockey. Un de ses amis dans les années 20 qui avait fait ce dessin. Il a 15 ans, il est en instance de redoublement, voire d'exclusion du collège. Son professeur de mathématiques le sauve devant un résultat obtenu par Alan, considéré comme génial. Alan Turing redémontre à la décomposition d'arctangente de X, une suite de termes. Donc 2 siècles après Leibniz qui avait montré ça. Il a 15 ans, Alan Turing se lie d'amitié avec un élève, Christopher Morcom, d'une autre classe, mais âgé d'1 an de plus que lui, et il découvre son homosexualité. Il tombe amoureux de ce jeune homme. Donc il vouait le même intérêt, Christopher Morcom, pour la science que Alan Turing. Il est admis sur examen à Cambridge 1 an avant Alan, donc il espère se retrouver, mais il meurt de tuberculose en 1930 à 19 ans. On a une lettre qu'a écrit Alan Turing à sa maman. « Chère mère, j'ai écrit à Madame Morcom, comme tu me l'avais suggéré, cela m'a fait un peu de bien. Je suis sûr que je retrouverai Morcom et qu'il y aura du travail pour nous deux, comme il aurait dû y en avoir pour nous en ce monde. Maintenant que je reste seul, c'est à moi de m'en charger. Je ne peux pas le décevoir. Je dois y mettre autant d'énergie, sinon autant d'intérêt que s'il était encore là. Si j'y parviens, je serai plus à même de jouir de sa compagnie aujourd'hui. » Donc c'est incroyable, il a fait l'œuvre que Christopher Morcom aurait pu faire, selon Alan Turing. Donc, entre 19 et 21 ans, Alan Turing fait ses études de mathématiques parmi 85 étudiants au King's College de Cambridge, très prestigieux, les 3 années que l'on appelle le tripot après le bac, avant de faire une thèse. Il lit les livres de mécanique quantique de Schrödinger, Heisenberg et von Neumann et suit les cours de Max Born, grand de la physique quantique. Et en 1933, il suit les cours de méthodologie scientifique, l'épistémologie, la philosophie des sciences, de l'astrophysicien Sir Harding Eddington, qui insiste sur la place du calcul des probabilités, la présence de l'aléatoire dans la démarche scientifique. Le thème de la dissertation de fin du tripot de Alan Turing, la fin de cursus, est le théorème de la limite centrale. Qu'est-ce que c'est? Donc, lorsqu'on lance un dé une fois, on a autant de chances d'obtenir chaque face. Les résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont équiprobables, une chance sur 6. C'est le résultat d'un mécanisme non déterminisme, lancé de dés. Le résultat du lancer est appelé variable aléatoire. Donc si on regarde chaque variable aléatoire 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec quelle chance peut-il sortir? C'est 1, une chance sur 6. En revanche, si on lance plusieurs dés, la somme des lancers n'est plus équiprobable. Exemple, on lance 2 dés. Les résultats possibles, comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les faces de chaque dé, on peut avoir effectivement 1, 1, 1, 2, 2, 1, ou 4, 2, ou 6, 4, etc. Il y a une chance sur 36 que la somme des lancers soit 2, 1 plus 1, 2. Maintenant, il y a 2 chances sur 36 pour que la somme des lancers soit 3, 2 plus 1, puis etc. 3 chances sur 36 pour que la somme soit 4, 4 chances pour que la somme soit 5, 5 chances pour que la somme soit 6, et 6 chances sur 36 pour que la somme des lancers soit 7. Puis maintenant, on redescend. 5 chances pour que ce soit 8, 4 chances pour que ce soit 9, 3 chances pour que ce soit 10 et 2 chances pour que ce soit 11. Et une chance pour que ce soit 12. Donc on peut résumer dans une courbe en cloche, on voit la somme des variables aléatoires en fonction des variables aléatoires, et bien le résultat possible, la distribution des sommes en fonction des variables aléatoires, d'accord, c'est cette fameuse courbe en cloche, et la fameuse courbe en cloche, c'est une convergence se dessine vers une variable aléatoire particulière ici, 7. Intéressant quand on a 2D. Que se passe-t-il dans le cas où la somme des variables aléatoires tend vers l'infini? Le théorème de la limite centrale répond à cette question, donnant les conditions de convergence vers une variable aléatoire d'une somme de variables infinies quand cette somme tend vers l'infini. Travail de Turing.
Pourquoi ce théorème intéresse-t-il Turing? Eh bien, le théorème permet de considérer le caractère aléatoire d'un événement physique comme une apparence, dès lors qu'il est possible de réitérer suffisamment longtemps le nombre des événements. Le schème de la réitération apparaît donc comme une clé déterministe pour réduire l'aléatoire tel qu'il se manifeste dans le monde physique. Donc Turing suit les cours de mathématiques de Max Neumann sur le fondement de la théorie des ensembles. Le cours l'introduit à la logique mathématique et à la problématique mise en place par Hilbert, formaliser les mathématiques en établir un fondement solide, mais aborde aussi les limitations inhérentes au projet en question. En particulier, la première d'entre elles, l'incomplétude de tout système formel établi par Gödel en 1931. Dans tout système formel, il existe au moins une proposition vraie qui n'est pas démontrable. Et en 1934, Turing passe ses examens de fin de troisième année avec distinction, l'appréciation la plus haute que l'on puisse obtenir. Seuls 8 étudiants l'obtiennent. Il rend sa dissertation concernant le théorème de la limite centrale quelques mois plus tard. Et en 1935, l'Assemblée des professeurs du King's College lui attribue la position de Fellow, enseignant-chercheur, pour une durée de 3 ans. Il n'a que 22 ans. Donc dès 1935, Turing comprend que physiquement, il faut qu'il se dépense. Il se met à courir tous les jours. Et dans la course, son corps fonctionne de manière mécanique et libère sa pensée. On le voit participant à une course, donc il arrive second, bon, mais il va être extrêmement fort. Il a 2 doigts d'être présélectionnable aux Jeux Olympiques d'été de Londres en 1948. Dans l'équipe d'Angleterre de marathon, le vainqueur met 2h25, donc c'est un homme qui courait très très bien. Donc Turing avait suivi les cours de mathématiques et en avril 1936, Alan Turing présente à Neumann médusé le manuscrit de l'article qui le rendra célèbre sur les nombres calculables avec une application au problème de décision. Son prof est très très impressionné. Donc on va l'envoyer aux États-Unis, il va aller après son travail de tripot, là, son mémoire, eh bien on l'envoie à l'université de Princeton et il va rencontrer Alonzo Church, un grand mathématicien, et il va soutenir sa thèse de doctorat de logique mathématique en mai à Princeton, 1938. C'est là qu'il va rencontrer les dessins animés de Walt Disney et ça l'a vraiment impressionné, quoi. Blanche-Neige et la pomme, un croquis, trempant dans cyanure. Donc là, un des moments importants de la vie d'Alan Turing, c'est lorsqu'on le contacte pour venir de 40 à 42. Il va travailler à Bletchley Park, c'est le siège du service du cryptographie britannique du chiffre. Donc un petit film pour nous expliquer ce qui s'est passé à Bletchley Park. C'est probablement la première fois dans l'histoire de l'humanité, la seule fois qu'on a mis en place un tel service et on a pu décrypter tous les messages de l'armée ennemie, les Allemands. Donc on voit des femmes travaillant au décryptage des messages d'Enigma, la fameuse machine allemande qui cryptait les messages qui étaient extraordinairement complexes. Donc dans ce petit film, Y penser, on nous explique que cette complexification que les Allemands avaient donnée, c'est des Polonais à l'origine, à cette machine Enigma, mais c'est incroyable, quoi. Il fallait 1 milliard d'années à un être humain, je ne me souviens plus exactement, pour passer en revue toutes les possibilités de la machine. Eh bien, lorsqu'on demande à Alan Turing de se pencher sur ce problème, Alan Turing va le réduire à 20 minutes. Et même le problème se pose après, puisqu'on a accès à tous les messages, on peut décrypter tous les messages de l'armée allemande, eh bien il va falloir même tricher, au sens ne pas tenir compte de ce que l'on sait, et parfois sacrifier des soldats. Il y a un très beau film, Un laser sombre, on voit Winston Churchill subir ce genre de choses sur les convois. Bon voilà, convoi américain qui approvisionnait l'Angleterre. Alan Turing travaille à Bletchley Park 2 ans à décrypter les mystérieux codes de la machine Enigma de l'armée allemande. Il réussit. Donc les machines qu'il va utiliser pour décrypter les messages, c'est ce qu'on appelle des bombes, construites entre 1943 et 1945 par l'US Navy pour décrypter massivement les messages codés avec la nouvelle version d'Enigma utilisée par les Allemands à partir de 1940. Donc la fabrication de la bombe, oui, c'est en route vers l'intelligence artificielle parce que la bombe, c'est une machine qui est capable de faire le travail que faisait un être humain. Et un travail pas simple de cryptage. Mais la machine ne fait que balayer toutes les possibilités. Mais ceci dit, avec tout un tas d'astuces, elle fait ce que faisait un être humain. Le deuxième voyage aux États-Unis de novembre 1942 à mars 1943, un document classé secret jusqu'en 1996, jusqu'à la fin du XXe siècle, on n'a pas su qu'Alan Turing était allé aux États-Unis pour travailler sur quoi? L'électronique naissante. Il entre en contact avec le service de cryptologie américain. Il visite les laboratoires Bell à New York et rencontre Claude Shannon, le théorème de Shannon, fondateur de la théorie de l'information. Donc on voit, Claude Shannon soutient sa thèse en 1938 sur l'application de l'algèbre de Boole au circuit de commutation électrique. Il introduit le bit, binary digit, unité de la mesure de la quantité d'information. Donc Claude Shannon, grand personnage. Alan Turing se familiarise pour la première fois avec la technologie électronique en train de naître. En juillet 1941, un autre système de codage des messages allemands, TUNY, par la machine dénommée par les Anglais Fish, provoque l'irruption de l'électronique et la construction d'une nouvelle machine, Colossus. Une reconstitution de la machine Colossus construite en 1942 à Bletchley Park sous la direction de Max Neumann et sous l'impulsion de l'ingénieur Flowers pour décrypter un nouveau système de codage allemand.
Donc on voit un petit film qui nous montre ce qui s'est passé à ce moment-là. En septembre 1943, Alan Turing quitte Bletchley Park pour un laboratoire de recherche en ingénierie situé à Hounslow Park. Il y conçoit et réalise une machine électronique capable de crypter une voix humaine transmise par le téléphone. Voilà la machine Dalila conçue par Turing en 1943 pour crypter les voix humaines. Et en 1950, Alan Turing propose un article, la différence entre intelligence humaine et intelligence mécanique est-elle réelle? Et voilà le test de Turing, ce qui débouche sur le projet d'une IA, d'une intelligence artificielle. Je vous montre un petit article de journaux qui date de 2014, dans lequel on nous dit que le supercomputer a pu berner un être humain. Donc la machine a à peu près 13 ans d'âge mental. Et pour la première fois, on aurait passé ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire que la machine était capable de duper des êtres humains. Donc 5 machines ont été testées par la Royal Society. Les écoutes de Full People and Thinking, they were humans during text-based conversation. Il y a une conversation entre la machine et les humains, et la machine a pu berner les humains. Les humains pensaient que c'était un être humain qu'ils avaient en face d'eux. Donc voilà, je ne lis pas tout, d'accord. Et donc cet article de 50, c'est dans une revue de philosophie anglaise, la revue Mind, en octobre 1950. Donc le titre très explicite, regardez, Mind, a Quarterly Review of Psychology and Philosophy. Grand 1, Computing Machinery and Intelligence. Le premièrement, The Imitation Game. Et I propose to consider the question, can machines think? Voilà, tout est dit. Les êtres humains ne sont pas des machines physiques déterministes comme les ordinateurs, et la différence entre calculer et penser est posée. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc on voit the new form of the problem can be described in terms of a game, which we call the imitation game. Turing remplace la question précédente par une autre sous la forme d'un jeu, le jeu de l'imitation ou test de Turing. Donc j'ai un peu zoomé sur le texte. Donc on voit, it's played with 3 people, a man, A, a woman, B, and an interrogator, C, who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man or which is the woman. Okay? He knows them by labels X, Y, and at the end of the game, he says either X is A and Y is B, or X is B and Y is A. The interrogator is allowed to put question to A, B, thus, will X please tell me the length of his or her? Voilà, des questions autour de est-ce que c'est... Mais un être humain est capable de mentir, de tricher, évidemment. Donc, le jeu de l'imitation test de Turing se joue en 2 phases. Première phase, l'interrogateur pose des questions à l'homme et la femme par l'intermédiaire d'un dispositif relevant de l'écrit, il ne les voit pas. Chacun doit essayer de dissimuler son sexe à l'interrogateur en imitant les réponses que donnerait l'adversaire. Donc but du jeu, l'interrogateur doit déterminer lequel des deux est l'homme et lequel est la femme. Pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai fait une traduction. Conclusion du jeu, l'interrogateur ne parviendra jamais à deviner le sexe du joueur. Deuxième phase du jeu, à l'insu de l'interrogateur, on remplace l'homme par un ordinateur programmé pour dissimuler à l'interrogateur qui il est. L'ordinateur est programmé pour imiter les réponses que donnerait l'homme, qui lui-même imite les réponses de la femme. Peut-on distinguer un homme d'un ordinateur? La réponse, c'est conclusion du jeu, l'interrogateur ne parviendra jamais à deviner le sexe du joueur. L'ordinateur est capable de remplacer l'être humain dans cette expérience de discrimination de l'homme et de la femme. Dans le futur, toutes les tâches qui requièrent l'intelligence pourront être exécutées par un ordinateur. Donc Turing imagine ce qui va se passer. L'ordinateur est en train d'être construit dans les années 50. La porte est ouverte à l'IA, mais les êtres humains ne sont pas des machines physiques déterministes comme les ordinateurs. Où se situe la limite? Nous sommes en train de nous poser la question en 2023 autour de cette limite. En 1952, Turing publie un article de biochimie théorique sur la morphogénèse, sur le développement des êtres vivants, et sa conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, fabriquer un cerveau. Il a commencé par un article de mathématiques à 24 ans pour se poser la question, mais comment seront les ordinateurs demain? Il participe à la cryptologie, à mettre au point des systèmes de décryptage, des messages codés. Il participe à l'élaboration de premiers ordinateurs, et maintenant, il s'en va pour fabriquer un cerveau, évidemment, l'IA. Donc il publie un article de biochimie théorique sur la morphogénèse, The Chemical Basis of Morphogenesis. L'article décrit comment 2 substances idéales, dit morphogénèse, réagissent et se diffusent dans un réseau, puis parviennent, dans des cas particuliers mathématiquement déterminables, à des états d'équilibre laissant apparaître une structure ordonnée, une forme constituée d'ondes stationnaires appelée aujourd'hui structure de Turing. Voilà l'article, The Chemical Basis of Morphogenesis. Donc si on commence à lire, it suggests that a system of chemical substances called morphogenesis reacting together, and etc. And chapitre, a model of the embryo,
In this section, the mathematical model of the growing embryo will be described. C'est incroyable, quoi. C'est intéressé au développement, comment on se développe un être humain. Voilà, donc les structures de Turing, motif du dos d'un léopard, motif pigmentaire décorant les coquilles du gastéropode et de mollusques bivalves. L'article fournit une explication des taches sur le pelage des animaux, des bandes colorées sur les coquillages. La règle est que la nature elle-même est non calculable. Turing constate que seules des exceptions le sont dans le domaine de la matière physique. Petit film sur la morphogénèse. L'énigme du logo d'Apple, donc on voit un petit film où Cédric Villani nous raconte la vie de Turing et nous parle de ce logo qui a priori ne serait pas inspiré de la vie d'Alan Turing, le logo d'Apple, la pomme mordue. Donc Walter Isaacson a écrit une biographie de Steve Jobs, c'est dans celle-ci que j'ai trouvé des propos sur ce logo. J'ai enlevé la vie d'un génie, parce que je pense que Alan Turing n'est pas... Steve Jobs n'est pas un génie, contrairement à Alan Turing. Donc voilà, page 20 du livre. J'ai lu, après que j'ai refusé sa proposition d'écrire sa biographie, il m'appelait de temps en temps. Donc c'est Isaacson qui parle de Jobs. Hein. Un jour, je lui ai envoyé un email pour lui demander si c'était vrai, comme le prétendait ma fille, que le logo d'Apple était un hommage au mathématicien Alan Turing qui, après avoir percé les codes de la machine Enigma et été le pionnier de l'informatique moderne, s'était suicidé en croquant une pomme trempée dans du cyanure. Jobs m'a rétorqué qu'il aurait bien aimé avoir eu cette idée, mais que ce n'était pas là l'origine du logo. Et là, on voit un petit peu plus loin Regis McKenna, qui était le directeur de la maison de communication, et qui va travailler avec eux. Donc ça a été compliqué, le fait que Jobs réussisse à persuader McKenna de travailler avec eux. Il s'est fâché d'abord avec Wozniak, McKenna, donc c'est ce qui est un peu relaté dans ce texte. Puis à un moment donné, McKenna fit plancher son équipe sur les brochures d'Apple. Le plus urgent, c'est de remplacer le logo vieillot de Ron Wayne, qui était Newton assis sous un arbre et une pomme lui tombait sur la tête, qui allait à l'encontre du style coloré et malicieux de McKenna. Un directeur artistique de l'agence, Rob Janov, donc c'est lui qui a été interrogé, qui a dit non, je ne me suis pas inspiré de la vie d'Alan Turing, fut sommé d'en trouver un nouveau. Je veux un truc évident, sans chichi, précisa Jobs. Janov revint avec une silhouette de pomme déclinant deux versions, l'une entière, l'autre déjà mordue un coin. Le premier modèle ressemblait à une cerise, donc Jobs choisit celle où il manquait un morceau. Voilà. Un dernier hommage à Alan Turing, donc c'est un petit film très intéressant, extrait dans La drôle de guerre d'Alan Turing, et Où est l'esprit d'Alan Turing dans le ciel, etc. C'est très beau. Merci, au revoir.